Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Vanves dans le 92 pour manger tunisien. L'un des restaurants qui fait le plus de bruit en Ile-de-France ces dernières semaines. Sur Instagram, sur Snap, TikTok, j'entends parler que de eux. Je suis obligé d'aller leur rendre visite. Et pour cela, j'ai décidé de faire appel à Monsieur Khalil, qui est prof à la Sorbonne et qui a plein d'autres casquettes. Pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Khalil, c'est lui. J'avais arrêté moi à 16 ans pour faire simple. Quand j'ai pu arrêter, j'ai repris à 24 ans. Moi j'ai grandi à Argenteuil, Beson. Donc ouais, ça a été vraiment beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Je regrette absolument pas aujourd'hui. Maintenant que ça c'est dit, on va aller rejoindre Khalil et j'ai une grande information à vous transmettre. Ce 24 décembre, la brigade se réunit et on vous invite à manger avec nous. Je vais tout vous mettre en description. On va manger à 11h30 chez Lisa Ross, puis à 13h30 dans le 18e. Il y aura tout en description. Sinon, allez jeter un œil sur le compte Instagram de Florian Honner. Suivez-moi, let's go. Monsieur Khalil, comment tu vas? Ça va et toi? Ça fait petit parapluie et tout. On voit les gens classe, hein? On essaye. T'as déjà mangé tunisien? Une fois. Et j'ai de bons souvenirs. Ouais. C'est pour ça que lorsque tu m'as proposé, je me suis dit, ça me tente. Il y a moyen. Ouais, on va rentrer. Vas-y, viens rentrer à terre parce qu'il pleut. Let's go. C'est là où tu vois les gens civilisés. Et ils ont un parapluie et tout. Nous, on connaît rien encore à... Comment CM2, capuche. Mohamed, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Il y a une semaine, il y a un Instagrammeur qui est venu, il a fait une vidéo et la vidéo elle a fait plus d'1 million de vues et depuis tous les jours c'est plein. Ah ouais, c'est là qu'on voit la puissance des réseaux. Tu sais que moi, depuis que je fais mes vidéos, je suis tombé amoureux de la cuisine tunisienne. De base c'est une cuisine qui est très ancienne, elle a plus de 3000 ans, c'est les juifs qui l'ont ramenée en Tunisie. Donc là, Mohamed, il y a plein de plats qu'on va manger aujourd'hui qui puisent leurs racines dans la culture juive. Oui, c'est bien ça, comme la aja, comme la medfouna, la mloukhia, le La mouloukhia, c'est... Oh, La mloukhia c'est juif bien sûr. Bon, le reste, les macaronis, non, c'est plus italien, tunisien. Mohamed, ça te dérange pas de nous poser quelques plats sur la table, comme ça on les déguste. Et ce que je voulais remarquer aussi, c'est que tes cuisines elles sont ouvertes. Les clients ils peuvent jeter un œil sur la cuisine, comment ça se passe, comment ça se prépare. Déjà, ça responsabilise le chef qui est derrière, ça lui permet d'avoir un contact avec le client. Et en plus de ça, les clients sont rassurés en voyant la cuisine. Je vais m'attaquer à cette brique tunisienne, la célèbre brique tunisienne avec le petit citron à côté. C'est une brique avec de l'œuf, toute simple. Tu prends ton petit citron comme ça. Là, Khalil est parti se laver les mains, j'ai pas réussi à l'attendre, je te dis la vérité. Je vois les gens autour de moi, ils mangent leur brique avec fourchette, couteau. Désolé. On va voir si Khalil va manger avec fourchette, couteau ou à la main. Quand tu vois le jaune d'œuf avec le blanc, avec les herbes. Pour revenir sur cette brique, elle est bonne. C'est pas un truc extraordinaire, il y a un œuf à l'intérieur, mais elle est bonne. Petite texture un peu croquant avec l'œuf fondant à l'intérieur, parfait. Il y a tellement de monde qui recale des gens. Je leur dis désolé, il n'y a pas de place. C'est un truc de dingue. Elle prend les couverts, hein. C'est mieux de manger avec les couverts. Hein. Là, parce que ça c'est très huileux. C'est bien dosé, la brique est bien, les œufs sont bien. Pour l'instant, on part sur une bonne base. Là, Khalil, on va passer au sandwich, puis au couscous, etc. Et on va finir par la mloukhia. Les gens, ils appellent ce plat le pétrole. Visuellement, il est peut-être pas appétissant, mais tout le monde me dit qu'il est super bon. J'ai eu l'occasion de goûter ça. C'est un ami tunisien qui nous avait proposé ça à la maison. On l'avait mangé. C'est pas forcément mon plat tunisien préféré. Mais je sais que les Tunisiens, ils sont très attachés. On va en manger. Donc ça va bien se passer. Et Khalil, t'as dit que t'étais marocain. J'ai une question à te poser identitaire. Quand t'as eu la Coupe du Monde, par exemple France-Maroc, c'est plus fort comme moi, je suis pour le Maroc. Est-ce que ça fait de moi un Français, un moins bon Français ou... Quelques secondes pour te parler de Maxi Market. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un grossiste qui vend en professionnel. Et ce qui est top, c'est qu'il vend aussi aux particuliers. Ils sont ouverts 7 jours sur 7. C'est pas fini, ils te livrent ta marchandise jusqu'à ta boutique. Et pour l'instant, il y en a 4 en Ile-de-France. Un à Argenteuil, un à Sannois, un à Orly, un à Bobigny. Il y en a même un à Lyon. Elle est très importante et en fait elle soulève des interrogations qui sont sous-jacentes là aussi qu'il faut bien analyser. Le fait que par exemple tu soutiennes telle ou telle équipe, ça peut illustrer une forme d'attachement à telle ou telle nation au pays. Aujourd'hui, ta situation à toi, comme par exemple la mienne et plein d'autres personnes, c'est qu'on est franco-marocain. Et même dans mon cas, moi personnellement, je suis d'abord marocain et ensuite j'ai été français. Ça veut dire que moi, ma famille par exemple, sont marocains depuis des générations, voire des siècles. L'attachement à une nation, à une patrie ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des choses qui s'enracinent avec le temps, les décennies, voire les siècles parfois. Et donc il est tout à fait normal que toi, par exemple, si toute ta famille, tous tes ancêtres sont issus de telle ou telle nation, que tu sois encore attaché, quand bien même tu as acquis entre-temps une autre nationalité juridiquement déjà, mais ensuite ton attachement à la France, il existe. Mais s'il est moindre, par exemple, que celui du Maroc, ça ne fait pas de toi de quelqu'un qui soit moins bien français. Ça fait juste quelqu'un de toi qui est français depuis moins longtemps, ce qui est tout à fait normal. Peut-être que nos arrière-petits-enfants, lorsqu'ils parleront
de leur attachement à la France, il sera beaucoup plus important que leur attachement au Maroc ou à d'autres pays par exemple. Peut-être même qu'il sera inexistant, mais parce que des siècles se seront écoulés, des décennies. Ça te dérange cette vision-là, futuriste? C'est une évolution qui pose peut-être pas de problème pour certains, qui sera peut-être problématique pour d'autres. Certains sont très attachés à la langue. Moi, je vois aujourd'hui une nouvelle génération qui sont en dessous de nous. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas du tout l'arabe. Est-ce un problème? Pour moi, personnellement, oui, parce que j'essaie de transmettre un héritage de ce point de vue-là linguistique. D'autres ne le font pas et n'y voient absolument pas d'inconvénient. Donc tout dépend, en réalité, dans le fond, à ce à quoi on attache de l'importance. Celui-là, le pain rond, on l'appelle chapati. Et le pain galette, on l'appelle mlaoui. Chapa? Chapati. Chapati, ça vient d'où ça? Indien. C'est indien, ouais. Indien le nom chapati, bien sûr. Tu regardes sur internet, quand tu tapes chapati, tu vas tomber sur des fours. Des fours indiens. C'est indien. On en apprend des choses. On va se régaler. Le fricassé, le shabati et le mlaoui. Oi, oi, oi. Bon, moi je vais me lancer pour le fricassé tunisien de Larissa Khalil. On va manger. Là, il fume, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le fricassé tunisien? Je pense que tout le monde connaît le fricassé tunisien. Thon, pommes de terre, œufs, harissa, c'est simple et c'est très très bon avec ce beignet en mode pitch. Lance-toi pour le shabati. En plus, ils mettent des frites maison avec. Tu veux des fourchettes et couteaux avec? C'est pas la peine. Ouh là là, regarde ça. Ah ouais. Je dis rien, je mange un deuxième croûte. Ça, c'est des sandwichs comme des... de la viande, il y a de la sauce, il y a des olives, il y a plein de petites choses comme ça. Tout se marie hyper bien. Je n'ai même pas de commentaires à faire, je veux juste le manger en fait. Moi, je veux goûter mlaoui. J'ai un French tacos. Oh là, tu peux apercevoir à l'intérieur la viande hachée, etc. Autant la brique, je vous ai dit, c'est quelque chose de classique. Le fricassé, pareil. Mais par contre, le mlaoui, si vous venez ici, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Il est super bon. Le pain est très original, avec les petites olives qui apportent un peu d'acidité, la viande hachée, la petite mayonnaise. Là, Khalil, il y a deux plats qui arrivent, et ensuite il y en aura encore deux. Les deux qui arrivent, c'est le couscous et un autre, je ne sais plus c'est lequel. Mais avant ça, j'ai une question à te poser, Khalil. Le printemps arabe est aussi passé par la Tunisie. Est-ce que cette révolte a été quelque chose de positif ou négatif pour la Tunisie? C'est une question assez complexe, très très complexe en réalité. Mais avant même d'y répondre et de donner certaines clés de compréhension, je pense qu'il faut d'abord rappeler un peu l'évolution historique de la Tunisie, au moins de la Tunisie contemporaine, sans remonter jusqu'à Carthage ou l'Antiquité. Un régime comme celui par exemple de Habib Bourguiba et par la suite de Zayn el-Abidine Ibn Ali sont des régimes qui vont être marqués par une forme de dictature, voire même parfois de tyrannie, d'absence de liberté de la presse, d'absence de liberté politique. Il y a des anecdotes assez surprenantes et parfois même un peu drôles en termes d'élections avec des résultats qui sont totalement délirants, avec un candidat unique comme Zayn el-Abidine par exemple en 94, en 99 qui obtient 100% des voix. Enfin, c'est des trucs qui font rire et même a posteriori. Et c'est ce qui finalement, toutes ces difficultés-là vont conduire à une situation qui va être totalement intenable. On a affaire à des dirigeants qui pensent diriger le pays par une main de fer et qui vont pouvoir étouffer toutes les voix, sauf que à partir des années 2000, le monde ne fonctionne plus de la même manière. Internet, les réseaux sociaux, la diffusion de l'information va faire que la Tunisie va être confrontée avec d'autres États d'ailleurs, dans le cadre du printemps arabe, à des protestations, des révoltes et in fine, voire même des révolutions dans le cadre de la Tunisie, comme celui de l'Égypte. Tout commence, on va dire, en décembre 2010, où il y a des protestations pour des questions économiques. Les jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi, il y a une augmentation des prix, les denrées sont assez chères. Et puis il y a un événement assez dramatique qui éclate, celui d'un vendeur de fruits et de légumes qu'on appelle un vendeur à la criée, quoi, qui s'appelait Mohamed Bouaziz, dans la commune je crois de Sidi Bouzi, et qui malheureusement, et hélas, finit par se mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. En pleine rue. Donc image complètement insoutenable pour beaucoup de Tunisiens d'un jeune citoyen qui finit par se suicider à cause justement de la situation qui devient totalement insoutenable pour lui. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre avaient confisqué sa marchandise, lui vendu ses fruits. Il ne l'a pas supporté, il a mis fin à ses jours. Et donc à ce moment-là, un vent de protestation très fort va venir s'abattre sur la Tunisie et en l'espace d'un mois, on passe d'un événement, je veux dire un fait divers dramatique, au départ précipité du président Zayn el-Abidine Ibn Ali, qui était là depuis les années 80. Qu'on a affaire à c'est plus un président, le type c'était un monarque empereur au niveau de la Tunisie qui était totalement boulonné sur le trône et qui en un mois fuit le pays direction l'Arabie Saoudite où il sera accueilli pour être plus ou moins en exil
en exil là-bas. Et donc la Tunisie ensuite, comme beaucoup d'autres pays qui font la révolution et qui ne sont pas nécessairement préparés, politiques, économiques, sociales, etc., vont faire des essais, vont tester des choses. Attends Khalil, moi tu connais mon amour pour l'histoire. Là il y a le couscous qui a été posé avec l'autre plat. On va les déguster et on va finir l'histoire de la Tunisie. C'est de la blette avec des haricots blancs et des boulettes. Faites attention, le piment il est piquant. T'as toujours un piment sur le plat, c'est obligatoire. Toujours un piment c'est khoya. Obligatoire. Khalil il kiffe la mloukhia. Ah ouais? Il raffole de la mloukhia. Je l'ai déjà mangé, je lui ai dit. T'as bien aimé? C'est spécial. J'ai dit c'était pas mon plat tunisien préféré. Et là il y a le fameux couscous tunisien avec de l'agneau. Et il y a toujours cette marque de fabrique, le fameux piment par-dessus. Ah, je crois, il y a l'Aziz. Là, je m'attaque pour ce fameux couscous tunisien. Les amis, je suis d'origine marocaine. J'aime énormément le couscous marocain. Mais tous ceux qui n'ont pas encore goûté le couscous tunisien, je vous invite fortement à le goûter. C'est une dinguerie. En fait, il n'est pas sec. Chaque grain est imbibé de sauce. Mais regardez-moi, ça c'est oufissime. Lance-toi pour ce fameux plat, j'ai oublié le nom. C'est bon, mais en tout cas le mélange est plutôt bien réussi. C'est bien, moi j'aime bien. Et khoya Khalil, quand tu goûtes, faut bien goûter. Allez, regarde, il met les petits morceaux de pain, un vrai morceau de pain, khoujbik. Ah, comme ça, bismillah. Tac, Tunsi ou c'est pas Tunsi? Oh là là. Tu sais, quand t'as confiance en la cuisine tunisienne, tu fonces. En fait, la blette, elle a un goût d'épinard. C'est super bon. Après, il faut être assez mature pour manger ça. Moi, tu me mets ça quand j'ai 15-16 ans, je te dis, ah, je veux des frites. Là, maintenant que j'ai goûté plein de choses et ça, avec mon palais, s'habitue à plein d'autres saveurs, je trouve super bon. Il y a un travail constitutionnel, politique, juridique à faire, économique, social et autres. C'est très complexe. Tout ça n'est pas forcément bien anticipé. Et donc, finalement, la Tunisie, comme d'autres États qui ont fait des révolutions, sans nécessairement parler du printemps arabe, mais c'est ce qui s'est passé en France. Dans notre cas à nous, c'est la même chose. Il y a eu une révolution. Pendant des décennies, la France cherchait son régime politique idéal qui pouvait à la fois porter les idéaux révolutionnaires et en même temps permettre un exercice du pouvoir qui soit stable. C'est la même chose pour la Tunisie. Aujourd'hui encore, le président tunisien actuel, Kais Saïd, fait lui-même l'objet de protestations au Tunisie et même à l'extérieur de la Tunisie. Si je résume bien, le départ de Ben Ali, c'est une très bonne chose, malgré qu'il y a des difficultés existantes, car ils sont en pleine quête d'une politique qui soit la meilleure pour eux. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que le départ du dictateur est une bonne nouvelle, mais n'est pas aller régler les problèmes de la Tunisie. En fait, la Tunisie, on en est qu'à ses débuts. Et elle va avoir un long chemin à faire, encore et encore, pour pouvoir trouver la bonne recette. Et ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Peut-être Khalil qui raffole de la mloukhia et ils nous ont servi de la macarona. Ils nous ont mis dans de petites assiettes parce qu'on ne va pas pouvoir les finir vu qu'on a mangé énormément. Tu veux te lancer pourquoi? La mloukhia? Ah ouais, tu vas doucement. J'ai plus beaucoup faim aussi, on a beaucoup mangé. Là, c'est juste pour la gloire. Toi qui es un grand fan de la mloukhia, tu as trouvé comment aujourd'hui? Comme d'habitude. Fidèle à la mloukhia tunisienne. Je t'harcèle de questions, c'est ma dernière question. Est-ce que pour toi la Tunisie fait plus partie du monde arabe ou de l'Afrique? C'est deux réalités bien différentes. Lorsqu'on parle de monde arabe, lorsqu'on parle d'arabe, on parle d'ethnie, au terme presque génétique du terme. On parle également de langue, on peut parler de culture. Lorsqu'on parle d'Afrique, on parle de quoi? On parle d'un territoire. Eh bien, il est tout à fait possible d'être les deux à la fois, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité au sein même des populations noires. Il existe plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs clans. C'est très différent. En l'exemple du Mali, où tu vas avoir des Soninké, tu vas avoir aussi d'autres ethnies, c'est une présence qui est là. Est-ce que ça les empêche d'être maliens? Est-ce que ça les empêche d'être africains? Est-ce que ça les empêche d'être musulmans? C'est tout ça à la fois. En fait, comme tu peux être Bambara ou Peul et malien, tu peux être arabe et africain. L'idée c'est ça. En fait, ce sont des caractéristiques qui ne sont pas fondées sur les mêmes critères. Donc il est tout à fait possible d'être les deux à la fois. Il est génial. Il a répondu à tout. Je l'aurai un jour, je l'aurai. On a reçu le fameux tiramisu tunisien, il s'appelle le zgougou. Parfait. Pour accompagner le zgougou, on a le fameux verre de thé. Oh là 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 là. C'est des dattes, qu'est-ce que c'est? C'est pas des dattes, c'est pas du chocolat. Goûte, tu verras bien. On commence par le dessus. Non, il faut tout prendre, je pense. Ah oui? Bah, faut avoir l'entièreté du truc. Ah là. C'est à base de quoi le zgougou? Je sais pas. Hein? C'est sucré, c'est... C'est pas mauvais, hein.
Mais les billes là, sont en train de me casser les dents. En fait, le dessus c'est de la crème pâtissière, donc du bled. Et le dessous c'est des pignons de pain. Vous voyez la pomme de pain du sapin? C'est la graine qui est à l'intérieur. Joyeux Noël, Khalil. En 1864, il y a eu la crise du blé en Tunisie. Ils n'avaient plus de blé, donc ils sont partis. Il y a beaucoup de sapins dans le nord de la Tunisie. Donc ils sont montés sur les sapins, ils ont pris les graines et ils les ont écrasées, et ça a donné ça. Je vais me lancer pour le sgougou. Non, honnêtement, c'est bon. Non, franchement, c'est bon, Khalil. Hein. Non, c'est pas mal, moi je te dis, moi c'est juste. Ouais, après les petites billes, elles sont trop. Mais franchement, le sgougou, c'est bon. Quand je vais dire aux gens que j'ai mangé un sapin. Avant de mettre fin à la vidéo, vite fait, il y a le frérot, il veut nous chanter une petite chanson, il a dit. Fammi volare via, brillami d'allegria, ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò, e ti piano blu, e ti bizzi piane magu. Ouais, bravo, bravo. Merci, merci. Félicitations. Ça fait 4 heures, je discute avec Khalil. Mohamed, désolé, t'as fermé, il n'y a plus personne. Il n'y a aucun problème. Merci infiniment, Mohamed, quand on s'est régalé. Voilà, c'était super bon. On a laissé aucun sujet. Hein. On a tout abordé. Le destin, la République, l'islam, tout, c'est un truc politique. Le droit, la sociologie, Ibn Khaldoun, l'Afrique, la Tunisie, le monde arabe. En tout cas, Khalil, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement, c'était super, j'ai kiffé, c'était trop intéressant. Et n'oubliez pas qu'on vous retrouve samedi 24 décembre avec Florian Henner, avec toute l'équipe. Je vous mets tout en description. Là, seulement dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.